Annonce le temps que le visioprojecteur chauffe, parce qu'on vous a laissé profiter de la vue, voilà, ça y est. Donc il y avait un petit temps de réaction. Alors, simplement pour vous mentionner que samedi qui arrive, nous organisons, avec l'association des Amis du Laboratoire Arago, un concert qui était en fait un dialogue science-musique, qui, si nous l'espérons en tout cas, si le temps le permet, sera organisé dans les jardins de la Villa Ventrebert à partir de 18 h. Si jamais, malheureusement, la météo n'est pas de notre côté, l'événement aura lieu ici. Les informations, pour tous ceux qui sont membres de l'association, ont été diffusées par email, sans quoi l'affiche est ici. Vous pouvez consulter pour plus de détails concernant les participants. Donc cette affiche à la sortie de la conférence. Revenons à la science uniquement. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Desdevises, un candidat local, un intervenant local. Yves Desdevises est professeur à Sorbonne Université. Vous savez peut-être que l'intitulé de notre université a changé. Ce n'est plus Pierre et Marie Curie comme affiché sur le bâtiment historique du laboratoire, mais Sorbonne Université. Donc Yves est professeur, est directeur adjoint de l'Observatoire de Banous depuis plusieurs années maintenant. Yves a participé énormément à des enseignements innovants et a reçu d'ailleurs un prix récemment avec Raphaël Lavigne, des intervenants que nous avions reçus il y a quelques mois, sur des enseignements qui se basent sur des outils donc, numériques pour effectuer des enseignements à distance de manière tout à fait novatrice. Et côté recherche, il est impliqué dans l'équipe et a créé récemment l'équipe intermède, interaction marine, évolution, adaptation. Et l'un des mots-clés de cette équipe, justement, est de décortiquer les mécanismes liés à l'évolution et à la coévolution, l'évolution conjointe entre des hôtes et des parasites, essentiellement sur des modèles poissons. Et alors ce fameux petit mot évolution que tout le monde entend, eh bien Yves va nous en dire davantage aujourd'hui et nous décliner un certain nombre de ses facettes, non seulement en biologie, mais pas seulement, comme il nous l'a dit. Merci. Donc je vais parler d'évolution, je pense que vous l'avez bien compris maintenant. Alors je vais essayer de montrer que l'évolution est place centrale dans tous les domaines de la biologie maintenant, c'est-à-dire pas seulement pour les biologistes de l'évolution, les gens qui font de la génétique, etc., mais vraiment tous les domaines, parce que c'est un cadre explicatif de beaucoup de choses. Je vais essayer de montrer à travers quelques exemples, c'est une présentation très illustrée, que l'évolution n'est pas seulement importante en biologie fondamentale, mais aussi pour des aspects plus appliqués, et pas seulement en biologie tout court. Alors, je vais beaucoup m'appuyer sur des arbres évolutifs, comme celui-là. Ces arbres évolutifs alors, sont assez simples à interpréter. En gros, ils indiquent les relations de parenté entre des espèces en général. C'est pas toujours fait avec des espèces, mais pratiquement toujours, donc je vais dire des espèces. Et par exemple, si je prends le groupe de 3, ici, en haut, ces 3 espèces sont plus proches entre elles qu'elles ne le sont des autres de l'arbre, parce qu'elles ont un ancêtre commun récent, plus récent entre elles qu'elles ont avec les autres. Donc c'est assez simple à interpréter. Et ces arbres évolutifs, qu'on appelle aussi arbres phylogénétiques ou phylogénie, alors comment est-ce qu'on les construit? Donc je pourrais passer des heures là-dessus, ce que je fais souvent avec les étudiants, mais là je vais vous épargner ça. N'importe quel type de données qui va matérialiser des différences entre les espèces qu'on veut classifier peuvent être utilisées, des données morphologiques, physiologiques, etc. Maintenant, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, c'est beaucoup des données de séquences d'ADN. La plupart des bouquins actuels qui vous expliquent comment on fait de la phylogénie, c'est phylogénie moléculaire, c'est-à-dire avec des séquences d'ADN la plupart du temps. La raison, c'est aussi qu'on en a de plus en plus. On a de plus en plus de séquences d'ADN et on a de plus en plus de génomes complets, notamment. À tel point que ça commence à être difficile même de savoir exactement combien on en a. On progresse extrêmement vite. Pour être honnête, on a sans doute maintenant un excès de données. On accumule plus vite les données qu'on est capable de les analyser correctement. Et les gens capables de faire ça sont très en demande. Et il faut les former, etc. On a presque trop de données moléculaires maintenant. Alors pour l'illustrer, ces courbes-là peuvent être issues d'un site qui référence tous les génomes qui sont séquencés. Alors moi j'ai fait une conférence
semblable sur un sujet connexe aussi sur l'évolution il y a déjà seulement 9 ans. Et regardez 2009, regardez aujourd'hui, quand j'avais fait cette conférence, il y avait 1000 génomes. Là, j'estime ça, j'ai cherché à 40 000 génomes complets. Alors, c'est pas évident de savoir exactement combien, parce qu'il y a certaines espèces, au hasard la nôtre, pour lesquelles on a beaucoup de génomes. Il y a des milliers de génomes humains maintenant. Pourquoi aussi ça va très vite? Parce que ça devient beaucoup moins cher et plus facile qu'avant. Le génome humain, ça a pris 14 ans à être séquencé, ça a coûté à peu près 3 milliards de dollars. Maintenant, c'est une affaire de jours, voire d'heures, ça coûte moins de 1000 dollars. Je crois que 850 dollars pour avoir votre génome. Et ils font de la marge là-dessus, j'en suis sûr. Donc c'est devenu facile, rapide. Donc on a énormément d'espèces dont on a le génome complet, pas forcément même des espèces d'intérêt, hein. On aime bien séquencer le chien, le chat, des trucs qu'on aime bien parce qu'on peut faire ça maintenant. Alors dans ces 40 000 génomes, alors il y a des eucaryotes, j'allais dire comme nous, c'est-à-dire les organismes avec un noyau, dont les cellules ont un noyau, mais il y a beaucoup de bactéries et de virus, notamment pour des raisons médicales évidentes, avoir leur génome complet, c'est utile. Voilà. Alors, ces outils, bien sûr, pour les biologistes de l'évolution, c'est très utile pour classifier les espèces, donc faire ces arbres évolutifs. Alors, ça ne sert pas seulement à ça, hein, les classifications, les arbres qu'on va faire notamment avec ces génomes, qui servent à bien d'autres choses, on ne va pas s'en servir que pour la classification, mais en classification, ça peut donner des choses comme ça. Donc ça, c'est un arbre de la vie assez complexe, hein, je le reconnais, puisque je ne montre là que des résultats qui sont très récents. Donc tout ça, c'est des bactéries. Ça, c'est ce qu'on appelle les archées. Alors les archées, on appelait ça à un moment des archébactéries, mais ça laisse la fausse impression que c'est très proche des bactéries. Et là, déjà, sur un arbre comme ça, on voit que ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est des sortes de... Ça ressemble à des bactéries, des petits êtres unicellulaires sans noyau, qui sont souvent extrémophiles, c'est-à-dire qui vivent dans les milieux très chauds, par exemple. La plupart des organismes de cet arbre sont unicellulaires. La règle dans l'arbre du vivant, c'est d'être unicellulaire. Mais on a les eucaryotes ici, et si vous voulez savoir, nous sommes ici, dans les opistocontes. Donc voilà à quoi peuvent servir ces nombreux génomes. Alors, je vais maintenant illustrer l'utilisation de la biologie d'évolution et souvent des arbres phylogénétiques pour différentes choses. Alors, ça sert aussi à la classification. Avant de l'évacuer et de passer à autre chose, je vais en parler un petit peu. Alors, notre connaissance du vivant s'affine tous les jours. Il y a encore beaucoup de choses qui sont incertaines, qui changent. Alors, c'est pas parce que les scientifiques ils changent d'avis et puis ils se réunissent et puis ils prennent une décision. Non, c'est qu'on a de plus en plus de données. Et puis l'exploitation de ces données, la mise en commun de ces données, parfois change ce qui était l'hypothèse d'hier, et c'est normal, et c'est très bien comme ça. Et c'est vrai en évolution, en classification, on imagine que des tas de choses sont extrêmement claires. Il y a encore des groupes sur lesquels il y a beaucoup de questions qui se posent. Par contre, il y a pas mal de choses maintenant qui sont bien établies pour les biologistes de l'évolution. Mais c'est pas forcément clair pour, j'allais dire, le grand public. Enfin, on est tous le grand public à un moment ou à un autre, hein. Je ne suis pas super fan de l'expression, mais il y a des choses qui sont très claires pour les biologistes et pas forcément pour tout le monde. Donc je vais donner quelques exemples de ça ici. Alors, les animaux et les végétaux, comme groupe du vivant pour expliquer la diversité du vivant, ça fait longtemps que ce n'est plus la classification officielle. Je pense que dans une thèse sur deux en biologie, il y a les animaux et les végétaux quelque part dans l'introduction. Moi, ça m'énerve, mais je vais le redire ici. Les animaux et les végétaux, c'est pas comme ça qu'on classe les animaux, enfin les organismes vivants maintenant. Il y a toujours des dinosaures à l'heure actuelle. Alors, peut-être pas ceux que vous attendez. Je vais définir un peu tout ça, n'ayez pas peur. Les poissons n'existent pas. Ça, c'est sûr que les poissons n'existent pas. Si je dis poisson à nos étudiants qui viennent de Paris, ils le prennent vraiment très mal. Ils font les gros yeux. Ça m'est arrivé, j'essaie de plus le faire. Les algues, on ne sait pas ce que c'est non plus les algues. Moi, je suis incapable de vous définir phylogénétiquement les algues. Et ça, c'est bien plus récent. On est peut-être des archées, finalement. Alors, je vous ai dit que animal, végétal, c'est terminé. La classification actuelle, ça
celle qu'on voit ici en bas, qui est représentée là, c'est 3 domaines du vivant. Donc ça date de plus de 40 ans maintenant, hein, Carl Woese, qui a bien montré, et c'est admis sans problème, eucaryotes, bactéries, archées. Donc ici vous avez les bactéries, les archées, dont j'ai parlé très brièvement, les eucaryotes, sachant que eucaryotes et archées ont un ancêtre commun plus récent que les archées et les bactéries. Archées et bactéries ne forment pas un groupe, une entité évolutive. Pour former une entité évolutive, il faut avoir un ancêtre commun récent, et puis toutes les espèces qui sont issues forment un groupe reconnu par la systématique, la classification phylogénétique. C'est comme ça qu'on fait. Les animaux et les végétaux, en gros, c'est un truc du XVIIIe siècle. Alors bien sûr, ça a continué après, puisque vous voyez que jusqu'au XIXe siècle, c'était la seule façon de décrire la diversité du vivant. L'apparition du microscope a un petit peu aidé à trouver les micro-organismes. On a ajouté ce qu'on appelait les protistes, en gros, là, toutes les petites bêtes unicellulaires, hein, à l'époque c'était ça. Voilà. Mais animaux et végétaux, on n'est plus censé dire ça. Alors bien sûr, c'est pratique quand on doit décrire la diversité qu'on va trouver dans une forêt, c'est vrai que c'est pratique plutôt que dire « ou un eucaryote » quand vous avez vu passer un sanglier par exemple. Mais c'est la classification actuelle établie. Alors, il y a encore des dinosaures à l'heure actuelle. Pour les phylogénéticiens, il y a des dinosaures, c'est pas une façon de parler. Là, j'ai fait un zoom sur la phylogénie des reptiles, entre guillemets, parce que les reptiles n'existent plus non plus, mais je ne peux pas parler de tout. Alors, là, vous avez les crocodiles avec le gros frère des crocodiles, qui est en gros les dinosaures. Donc vous reconnaissez le stégosaure, les reptiles volants, pteranodon, etc., le tyrannosaure, et puis, eh bien, en sont issus, et c'est quelque chose d'assez clair, les oiseaux. Et on ne doit pas dire ce que je viens de dire. Les oiseaux sont issus des dinosaures, mais les oiseaux sont des dinosaures. Tout ce qui est issu d'une dinosaure ici, c'est des dinosaures. Et ils ont les caractéristiques des dinosaures. Alors ça, c'est relativement récent. L'hypothèse que les oiseaux sont issus des dinosaures, sont apparentés aux dinosaures, viennent de cette branche-là. Ça date des années 60-70, mais surtout, vous en avez sans doute entendu parler, il y a de nombreux fossiles de dinosaures à plumes qui ont été trouvés dans les années 90 en Chine, et ça a vraiment solidifié cette hypothèse qui maintenant est extrêmement bien établie, que les oiseaux sont les dinosaures actuels, sont les descendants directs de ce qu'on appelle les dinosaures. Alors il n'y a pas de poissons. Donc comme disent mes collègues un peu malicieux, soit il n'y a pas de poissons, soit nous sommes des poissons. Vous choisissez. Alors voilà la classification actuelle de là où on trouve ce qu'on appelle les poissons. Alors c'est assez connu. On a les poissons cartilagineux ici, requins, raies notamment. Tout ça, c'est les poissons osseux. On a ceux qui ont des nageoires rayonnées, bon, etc. On a ceux qui ont un lobe à la base de la nageoire, donc le fameux célacanthe. Et puis, si vous regardez vraiment tout ce qui est issu du nœud poisson, vous avez les tétrapodes. Donc là, on a mis le gorille, mais les tétrapodes, c'est des trucs qui marchent avec des pattes sur la terre ferme, nous, au hasard. Donc si on doit parler des poissons, on fait partie du groupe des poissons comme les oiseaux sont des dinosaures. Ça, c'est un peu dur à faire passer comme idée, donc on dit les poissons n'existent pas. Les phylogénéticiens vont dire les poissons osseux, les poissons cartilagineux. Mais réellement, dans pas mal de contextes, vous allez au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris et essayer de parler des poissons, on va vous faire sentir que c'est pas une bonne idée, enfin, c'est pas juste une figure de style. Bien sûr, il y a encore des cas où c'est un petit peu difficile de ne pas utiliser le mot poisson, alors on le fait, et les biologistes le font aussi assez souvent. Alors les algues non plus n'existent pas. Alors les poissons, c'est pas loin quand même. Si vous enlevez les tétrapodes, il y a un nœud dont sont issus les poissons. On pourrait se dire ils existent presque. Bon, les algues, c'est beaucoup plus disparate que ça, parce qu'il y a les algues vertes. Donc ça, c'est une classification des eucaryotes. Okay, un arbre des eucaryotes. Les algues vertes, le truc là-haut, là. Donc il y a les ulves, par exemple, ce qu'on appelle la laitue de mer parfois. Vous avez aussi les algues rouges. Donc des algues rouges, on peut en trouver juste là. Dans l'eau, hein, des corallines par exemple. Donc algues rouges, algues vertes,
c'est pas loin. Maintenant, il n'y a pas un ancêtre commun à tout ça qui définirait ce groupe des algues rouges et vertes, puisque dans la lignée verte, il y a aussi les plantes vertes, les arbres, etc. Bon, ça encore, c'est assez proche par rapport à l'évolution des eucaryotes, mais vous avez aussi les algues brunes, ça c'est carrément très loin. Les animaux, ici, hein, on est là, nous. Donc la différence entre les algues brunes et les algues vertes, c'est aussi loin que les algues vertes et les animaux, par exemple. Les algues brunes, c'est le goémon, par exemple, ce qu'on appelle les fucus, etc., tout ce que vous avez sur la plage à marée basse, là où il y a des marées, et puis avec les petits flotteurs que vous vous amusez à faire péter pour arroser votre voisin, ça c'est des algues brunes. Et ça n'a rien à voir au niveau évolutif avec les algues vertes. Je pourrais même aussi rajouter ce qu'on appelle souvent des microalgues phytoplanctoniques. Alors il y a plein de taxons là-dedans, ils y sont tous, mais il y a les dinoflagellés par exemple, des trucs qui font de la lumière la nuit par exemple, si vous baignez la nuit, vous agitez un peu l'eau, ça fait de la lumière, ce sont des dinoflagellés, c'est encore complètement autre chose. Tout ça, c'est ce qui compose de ce qu'on appelle les algues, mais les algues n'ont aucune existence phylogénétique, taxonomique. On devrait dire les algues vertes, les algues rouges. Bien sûr, c'est pratique. On dit souvent les algues, mais pour les spécialistes, on ne doit pas parler d'algues tout court. Et enfin, alors le statut des eucaryotes est remis en question. Alors ça, c'est très récent. C'est en cours même, j'allais dire. Je vous ai expliqué que la classification actuelle... La classification actuelle, ce sont les 3 domaines dont je vous ai parlé. Bactéries en bas, le gros carré bleu là, ce sont les archées, c'était issu d'une publication qui est plutôt centrée sur les archées, c'est pour ça que c'est plus détaillé, et en haut vous avez les eucaryotes. Sauf que quand on analyse vraiment de près et bien toutes les données génomiques, etc., ça donne plutôt ça. Et regardez bien, les eucaryotes en vert là, ils sont dans les archées, et plus à l'extérieur. Donc là encore, je reprends mes dinosaures et mes oiseaux, les eucaryotes sont des archées très 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 modifiées. Bon, ça c'est encore des choses qui sont débattues, c'est très récent, hein, ça c'est des publications qui datent que de quelques années, et justement des publications dont on parle parce que c'est cette hypothèse où on n'aurait peut-être pas 3 domaines mais 2, archées, bactéries. Voilà, donc on en est à peu près là de la classification du vivant à un grand niveau. Alors on peut utiliser des arbres évolutifs pour faire des tas d'autres choses que simplement se demander si on est des archées ou si les poissons existent. Par exemple, on est capable, si on a des caractéristiques morphologiques, physiologiques d'organismes actuels et un arbre évolutif qui retrace leur parenté, leur évolution, on est capable de reconstruire, en théorie, on est capable de proposer des hypothèses sur leurs caractères ancestraux, c'est-à-dire sur les formes qu'aurait un organisme disparu. Donc on n'a même pas de fossiles. Donc on est capable de faire ça pour des caractères morphologiques, bien sûr. Alors on le fait avec des modèles mathématiques, en utilisant mieux les arbres phylogénétiques. C'est pas des devinettes, il y a vraiment des méthodes sophistiquées pour faire ça. Et vous allez voir qu'on peut aussi même faire ça avec des macromolécules, des molécules qui sont en fait ces fameuses séquences qu'on utilise pour reconstruire la phylogénie. Donc par exemple, ça c'est un article de l'année dernière, tous les petits machins que vous voyez, ce sont des os hein, qui ont été dessinés, caractérisés chez tout un tas d'oiseaux et de dinosaures, je vais dire. Et puis ce que vous voyez aux différents nœuds ici, n'importe quoi, ce que vous voyez aux différents nœuds ici, ces formes-là ont été reconstruites par ordinateur en utilisant tout ça. Et en faisant ça, on peut aller un petit peu plus loin et faire des choses d'un intérêt tout à fait spectaculaire. Jurassic Pork, le porc jurassique. Alors, des chercheurs se sont amusés à reconstruire les caractéristiques d'animaux disparus, préhistoriques, en utilisant, pour savoir s'ils étaient cachers, en se disant, un juif orthodoxe qui voyage dans le temps, est-ce qu'il pourra manger cachère? Alors, pour savoir qu'est-ce qu'étaient les caractères cachers ou pas cachers, eh bien, ils ont regardé dans la Bible, où là, on vous dit les sabots fondus, pas fondus, enfin, il y a tout un tas de caractères très détaillés qui vous expliquent, et donc ils sont allés reconstruire ça.
Bon, je vous rassure, hein, c'est une publication vous voyez la revue Education and Outreach, c'est-à-dire c'est plus fait pour démontrer l'application des méthodes. Je ne pense pas qu'ils ont gagné, enfin qu'ils aient proposé dans un projet de recherche de faire un truc comme ça, sur savoir si les dinosaures étaient cachers, sachant qu'il semble que c'est pas le cas. Donc c'est la mauvaise nouvelle. Alors je vous ai dit aussi qu'on pouvait reconstruire des molécules. Alors, si on prend par exemple cette phylogénie d'animaux, où on a les vertébrés ici, et des molécules qu'on va séquencer chez tous ces organismes. Donc, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ça peut être la séquence de l'hémoglobine, bon là c'est des acides aminés, mais peu importe, ça peut être de l'ADN, des acides aminés. Et bien on est capable par ordinateur de reconstruire la molécule ancestrale de 7 ancêtres, par exemple, donc ici. On est capable de la synthétiser en laboratoire, ensuite on l'insère dans une bactérie, on la fait produire en grande quantité et on peut la caractériser. C'est-à-dire qu'on est capable de, ça c'est fait hein, bien sûr, de synthétiser par exemple une molécule chez un dinosaure pour voir comment elle réagit, je sais pas, à la chaleur, au taux d'oxygène qu'on imaginait voir sur place, etc. Donc on peut faire des choses qui sont vraiment spectaculaires. Alors, vous avez compris que la morphologie, la physiologie, enfin le phénotype en général des organismes est bien expliqué par l'évolution. On arrive à, quand on compare la diversité des organismes, eh ben on peut expliquer comment, pourquoi tel et tel se ressemblent, parce qu'ils sont proches évolutivement, etc. Et quelque chose qu'on fait intuitivement, quand je dis on, c'est surtout les spécialistes, c'est vouloir lier toutes les caractéristiques morphologiques notamment des organismes à des processus adaptatifs. Par exemple, si je prends l'humain, au hasard, moi, je vais dire, bon, ben, j'ai une main avec 5 doigts, un pouce opposable, alors ça m'a permis, je ne sais pas, de saisir des choses, de fabriquer des outils, donc ça m'a donné un avantage sur ceux qui n'en avaient pas. J'ai un gros cerveau, alors c'est formidable d'avoir un gros cerveau parce que j'ai pu faire beaucoup plus de choses que ceux qui n'en avaient pas et j'ai eu un avantage adaptatif, et ainsi de suite. On peut faire ça pour à peu près toute la morphologie d'un organisme, c'est-à-dire le voir parfaitement modelé par la sélection naturelle dans des processus d'adaptation, et voir chaque petit poil de n'importe quelle bestiole comme optimisé par l'adaptation. Et ça se fait beaucoup, j'allais dire même intuitivement. Vous voyez souvent dans des revues, même grand public, hein, où on vous explique qu'il y a telle différence dans le génome des femmes et des hommes, et c'est parce que les femmes, eh bien, elles devaient s'occuper de tel truc, donc la forme des yeux est comme ça, il y a plus de cônes ou moins de bâtonnets, parce qu'elles devaient surveiller la cuisine pendant que monsieur chassait le mammouth. Enfin, on cherche absolument à expliquer ça avec quelque chose de fonctionnel. Et on a fini par se rendre compte, certains ont fini par se rendre compte, que c'est plus compliqué que ça. Tout n'est pas explicable par l'adaptation dans le phénotype des organismes. Faire ça, voir des adaptations partout, ça s'appelle faire de l'adaptationnisme. Et on le fait, je veux dire, presque intuitivement. On a envie de pouvoir expliquer que quelque chose est là pour une fonction. Et donc de chercher quelle adaptation, même dans un cadre scientifique, etc. Alors ça a été bien établi par une publication très célèbre en biologie de l'évolution. Ça va être la seule publication vraiment ancienne, entre guillemets, que je vais montrer, puisqu'elle a presque 40 ans, c'est 79, de Gould and Lewontin, avec un titre assez inattendu pour une publication en biologie, The Spandrel of San Marco. Alors, Spandrel, je vais expliquer ce que c'est. San Marco, c'est la cathédrale Saint-Marc à Venise. And the Panglossian Paradigm, le paradigme panglossien. Alors, Pangloss, c'est le précepteur de Candide, Voltaire, et Pangloss, et ben pour lui, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nos nez sont faits pour porter des lunettes aussi avant nous des lunettes. Nos jambes sont faites pour être chaussées aussi avant nous des chausses, etc. Et en fait, il faisait tout à fait analogue de l'adaptationnisme. N'importe quel petit bout de machin sur n'importe quelle bestiole, il a une fonction, il est fait pour. Et c'est ce qu'ont critiqué Gould et Lewontin ici, où on voyait des adaptations où il n'y en avait peut-être pas. Donc ce que je vais essayer de montrer dans les quelques minutes qui suivent, c'est que dans la morphologie, les fonctions d'un organisme, il peut y avoir des tas de choses qui ne sont pas dues à l'adaptation. Par contre, qui s'expliquent très bien à travers l'évolution. Évolution et adaptation, c'est pas équivalent.
l'adaptation est une composante de l'évolution. Alors pourquoi les spandrels San Marco? Alors, les spandrels, c'est quoi? Si vous voyez le dessin à côté ici qui représente... Oups, je recommence. J'ai des gros doigts, je ne suis pas bien adapté pour les iPads. Ici, vous avez donc une image de cette cathédrale, et vous avez cette forme ici en triangle inversé, alors ce qu'on appelle un spandrel en anglais, triangle sphérique en français, ou tympan parfois, triangle inversé. À partir du moment où vous faites un plafond supporté par des arches, donc là, ça peut être une analogie avec un processus d'adaptation, on va au mieux placer les arches pour que ça tienne le plafond, que ce soit super solide, ce qu'ils ont fait. À partir du moment où vous faites ça, vous avez ce machin-là qui apparaît. C'est obligé. C'est un sous-produit de ce qui a été fait à côté. On n'a pas fabriqué le spandrel, il est là parce qu'on n'a pas le choix qu'il soit là. C'est juste un sous-produit de ce qui a été fait à côté. Mais comme il était là, et ben les artistes en ont profité pour faire des jolies statues en utilisant les mouvements harmonieux de cette forme-là. Il y a de l'eau qui coule le long des parois, etc. Au point que des exégètes de cette construction, ils ont vu presque une intention, comme si on avait fabriqué ces trucs-là exprès pour pouvoir mettre des jolies statues dedans. Non, c'était là et on l'a utilisé. Et on peut faire l'anatomie, l'analogie avec l'anatomie de certains organismes. Alors faire ça, hein, voir des intentions, alors il n'y a pas d'intention dans l'adaptation, mais des fonctions là où il n'y en a pas. Après cette publication, on a appelé ça faire du spandrélisme. D'où le mot bizarre. Alors, il y a des liens avec les organismes vivants, bien sûr. Par exemple, ici, si je prends ce gastéropode, la coquille se forme par enroulement autour d'un axe, donc l'évolution a fait en sorte que c'est un enroulement autour d'un axe. L'axe, eh ben, ça fait un trou. Là, le trou, il n'a pas été produit, c'est un sous-produit du machin qui s'enroule. À partir du moment où le trou est là, certaines espèces en profitent pour mettre leurs œufs à l'intérieur, ce qui leur donne sans doute un avantage avec celles qui ne le font pas, mais ce n'est pas une adaptation, c'est pas apparu, ça n'a pas fait un trou pour pouvoir planquer les œufs. C'est là, c'est un sous-produit, et voilà. Donc c'est un spandrel chez un gastéropode. Alors il y a aussi d'autres choses que les sous-produits qui apparaissent. On peut avoir beaucoup de choses dans la morphologie des organismes notamment, leur physiologie également, s'explique par des contraintes de structure, c'est-à-dire qu'il faut que physiquement ça tienne, en gros. Il faut que ce soit possible. Donc il y a des limites hautes et basses, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça n'a rien à voir avec l'adaptation. La sélection naturelle va jouer là-dedans, mais il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'adaptation. Et notamment, plein de choses sont expliquées par les ratios surface-volume. Alors je vous ai mis ici 3 organismes avec des volumes que j'ai pensé que vous sauriez que c'était différent. Et les ratios surface-volume sont très différents. Donc dans le petit organisme, la fourmi, on a une grande surface par rapport au volume, et puis à l'autre extrémité de mon spectre, ici, l'éléphant, lui, par rapport à son volume, a une très petite surface. Et ça a des conséquences. Et bien déjà au niveau de la morphologie, vous voyez que les pattes sont toutes fines chez une fourmi, et puis l'éléphant c'est très trapu à côté. L'adaptation, la sélection naturelle n'a pas fait en sorte qu'il ait des grosses pattes parce que ça lui donnait je ne sais pas quel avantage. Si vous mettez des petites pattes à un éléphant, des pattes proportionnellement aussi fines que celles d'une fourmi, il va s'effondrer directement. Parce qu'en fait, le volume de l'éléphant, le volume relativement à sa longueur d'un éléphant est beaucoup plus fort, beaucoup plus important. Le volume est directement proportionnel au poids. Donc pour vous en convaincre, hein, un enfant de 2 ans, il fait 90 cm, on va dire 1 mètre, il fait 20 kg. Un adulte fait 2 fois la taille environ d'un enfant de 2 ans. Donc 1m80, on va dire 2 mètres, il fait 80 kg, il ne fait pas le double. 10 kg il fait l'enfant de 2 ans. Il faut qu'il soit très gros pour en faire 20. Donc le volume augmente beaucoup plus vite. Le volume il augmente en fonction du cube de la longueur, la surface en fonction du carré de la longueur. Donc le rapport surface-volume il change tout le temps. Donc ici, juste en parlant du poids, les insectes ont une taille qui est limitée avec cette anatomie ici. Les insectes ont une espèce de squelette externe. Ben, si vous le faites trop gros, le squelette ne peut plus tenir le poids qui est à l'intérieur et ça ne tient pas. Donc, ces monstres qui pullulaient dans les films des années 50-60, les fourmis géantes et machin, tout ça, c'est pas possible.
On vous dit des fois une puce, elle est extraordinaire, elle saute proportionnellement à la hauteur de la tour Eiffel. Vous prenez une puce grande comme ça, peut-être qu'elle va sauter jusqu'au plafond, mais pas beaucoup plus, parce que le poids devient énorme par rapport à la force que ces muscles vont développer. Donc il faut vraiment prendre garde aux analogies qu'on peut faire. Autre chose avec les rapports surface-volume, les insectes vont respirer par la peau. Si vous regardez un insecte de très près, vous allez voir plein de petits trous. De ces trous sont issus des trachées qui en fait amènent l'oxygène de l'air directement aux organes par diffusion. Il n'y a pas de poumon qui pompe l'air. Si la taille de l'insecte augmente, le volume augmente beaucoup plus vite que la surface et très vite l'oxygène ne peut plus arriver jusqu'aux organes. Il faut un autre système. Chez des gros arthropodes comme des mygales par exemple, vous allez avoir des poumons parce qu'à un moment il faut que puisse exister un mécanisme qui activement va pomper l'air. Donc les insectes ont une taille limitée. Alors bien sûr, vous savez qu'à des endroits, il y a des insectes beaucoup plus gros que d'autres, et bien parce que les conditions de l'environnement sont différentes, il fait plus chaud, il fait plus humide, les processus de diffusion fonctionnent un peu mieux, mais des insectes de 3 mètres de long, c'est pas possible. À part dans les films, physiologiquement, c'est pas possible. King Kong, c'est pas possible. Voilà. Alors également, vous le savez sans doute, au cours de l'évolution, peuvent aussi persister des structures vestigiales. Bon, quand on le sait, c'est facile. On sait telle structure, c'est vestigial, parce que je connais l'évolution. Quand on ne le sait pas, on va essayer d'y trouver des explications adaptatives, parce qu'on adore faire ça. Mais par exemple, un squelette de rorqual, ici, de baleine, ben, vous voyez à l'arrière, ici, vous avez des restes de petites pattes qui ne dépassent même pas à l'extérieur. Ça ne s'explique qu'au regard de l'évolution, parce que les ancêtres avaient 4 pattes, étaient des tétrapodes qui marchaient sur la terre ferme. Mais il n'y a pas d'adaptation là-dedans. Équivalent chez certains serpents, vous avez des petits restes de pattes ici chez un boa. C'est pas une adaptation. Alors peut-être que le boa, après, il s'en sert pour faire je sais pas quoi, et ça lui donne un avantage, mais c'est pas du tout apparu comme une adaptation. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu aussi. Bien sûr, j'imagine que vous pensez à l'appendice. On a tous expliqué, moi je l'ai plus, hein, on a expliqué, c'est pas grave, ça sert à rien, c'est que des problèmes. On est moins sûr maintenant. Enfin, il y a des histoires de coûts-bénéfices, hein. Quelquefois ça sert peut-être à quelque chose, mais ça cause quand même plus de problèmes que ça n'en règle. Enfin, je me dis ça pour me rassurer, parce que je l'ai plus. Alors, également, l'évolution peut conduire à des structures clairement imparfaites. On aime vanter la perfection des organismes qui sont super bien faits, que c'est incroyable, et en fait, des fois, on se dit, mais c'est n'importe quoi, j'aurais fait beaucoup mieux. Je vais essayer de vous donner quelques exemples, parfois peut-être inattendus, puisque je vais parler de l'œil. L'œil qui est souvent cité en exemple comme une structure complexe, parfaite. Donc voici un œil camérulaire. On a un œil camérulaire, et c'est vrai que ça a l'air parfait comme truc. Hein. Vous avez ici donc l'iris qui permet de moduler la quantité de lumière qui rentre, qui va taper dans le cristallin. Il y a des muscles qui permettent de le faire bouger pour jouer avec la mise au point. La lumière, elle va aller taper dans les photorécepteurs. Il y a des fibres nerveuses liées à chaque photorécepteur. Ça se concentre en un nerf optique qui va au cerveau. Tout ça est traité, et le possesseur de l'œil camérulaire, il voit une jolie image. Donc ça, c'est très bien, sauf que ça, c'est l'œil d'une pieuvre, un céphalopode. Notre œil à nous, alors à vue de nez, il ressemble, mais en fait, il a plusieurs gros défauts, et notamment ce que vous voyez. Alors là, au début, tout est pareil, sauf que là, regardez bien, les cellules photoréceptrices ici, c'est monté à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu que les fibres elles arrivent par derrière pour aller au cerveau, elles passent par devant. Parce que l'histoire évolutive par étapes successives font qu'à un moment, on avait le truc monté dans ce sens-là, et il y a pas un moment où on peut le retourner, parce que ce serait quand même mieux. Donc c'est un très bon témoin de l'évolution, mais surtout un témoin que l'évolution, elle bricole, elle fait ce qu'elle peut. Donc là, la lumière, elle est obligée de traverser les fibres nerveuses avant d'arriver au photorécepteur, et puis à un moment, il faut bien faire le nerf optique, et toutes ces fibres qui se rassemblent ici, pour aller au cerveau dans le nerf optique, et ça fait un trou. Ça fait un trou qui s'appelle le point aveugle, la tache aveugle, qu'on a tous. Vous savez trouver votre tache aveugle? Alors, pour trouver votre tache aveugle, je ne sais pas si ça marche très bien pour tout le monde à cette distance, c'est très facile. Vous cachez votre œil gauche, et avec le droit, vous regardez la croix, donc à gauche. Dans votre vision périphérique, vous devez voir le point, d'accord?
Et bien si vous avancez et reculez votre tête comme ça, il y a un moment vous allez perdre le point. Et quand vous le perdez, vous avez trouvé votre tâche aveugle. Et ça, la tâche aveugle, c'est un vrai problème. Ça cause parfois certaines pathologies parce qu'elle peut s'agrandir. Enfin, c'est un problème. Ça cause des accidents de la route. De temps en temps, si dans votre vision périphérique, il y a une moto qui arrive ou quelque chose, et puis qu'elle est dans la tâche aveugle au moment où vous décidez de doubler le camion qui ne va pas vite devant, et ben l'évolution vous a fait percuter un petit vélo. Voilà, donc l'œil est clairement pas parfait, l'œil nôtre. Hein. Alors on a dit aussi, oui, mais c'est quand même une structure tellement complexe que si on change le moindre petit truc, et ben ça marche plus. Donc c'est pas possible que ça ait évolué par étapes. Alors d'abord, en théorie, on a très bien montré que des œils beaucoup plus simples pouvaient être fonctionnels, et puis surtout, ces yeux beaucoup plus simples, on les a dans l'évolution, on les a dans les espèces actuelles. C'est-à-dire qu'il y a encore des témoins actuels d'espèces qui ont tous ces différents stades évolutifs, alors qu'on peut-être dérivé depuis l'ancêtre où c'est apparu. Hein, il ne faut surtout pas dire qu'il y a des espèces primitives et des espèces évoluées maintenant. Toutes les espèces sont évoluées pareil. Mais vous avez différents types d'yeux, et ça c'est qu'une partie des types d'yeux qui existent, dont on peut imaginer qu'ils sont proches des stades qui ont amené jusqu'à l'œil camérulaire. Il y a aussi des tas d'autres façons de faire des yeux. Les yeux des insectes n'ont rien à voir non plus. Si on replace ça sur un arbre évolutif, hein, ces différents types d'œil, ben, on peut voir par exemple que l'œil des céphalopodes, ici, donc l'œil des céphalopodes ici, et l'œil des vertébrés, donc deux yeux qui ont des structures très semblables, sont apparus complètement indépendamment. La protéine qui fait le cristallin, par exemple, c'est pas la même dans les deux cas. Il y a des homologies, les gènes qui contrôlent ça en partie sont les mêmes, mais il y a des tas de choses qui ont évolué complètement différemment et on est arrivé à la même chose. Autre exemple, vous avez vu ma girafe. Alors pourquoi une girafe? Alors un exemple très spectaculaire de drôle de chemin qu'a suivi l'évolution, c'est le nerf laryngé récurrent gauche. Donc le nerf laryngé, c'est le nerf qui lie le larynx. Donc le larynx, il est ici au nerf vague. Le nerf vague, il descend là, comme ça. Donc, si je veux faire ça, la bonne solution, c'est de faire ça. Vous voyez mon tout petit trait violet qui est apparu, c'est juste à côté. Alors, on montre ça chez la girafe parce que chez les mammifères, c'est l'exemple le plus spectaculaire. Donc si je veux joindre les deux, bah, c'est facile, c'est juste à côté, oui, sauf que on n'est pas des girafes, mais chez la girafe, le nerf laryngé récurrent, il fait ça. Il va faire le tour de la crosse aortique pour rejoindre le nerf vague. Ce qui ne va pas sans poser certains problèmes, puisque ce nerf est beaucoup plus exposé aux lésions. Donc ça cause un certain nombre de pathologies. Alors c'est pareil chez d'autres mammifères, au hasard nous, parce qu'on aime bien parler de nous, où vous voyez le nerf laryngé récurrent, là encore, hein, il est ici, il fait le tour au lieu juste de faire ça. Alors pourquoi c'est le cas? Eh bien parce que chez l'ancêtre lointain des vertébrés, qui ressemblait à un poisson, ce qui allait devenir ce nerf, c'était cette branche du nerf vague ici, le nerf vague est là, et qui passait derrière ce conduit ici, ce vaisseau sanguin, qui allait devenir la crosse aortique. Ça allait devenir ce nerf dont je viens de parler, et puis c'est pris derrière. Donc dans l'évolution, le cou s'est allongé chez les girafes par exemple, la morphologie a changé, le nerf était pris derrière, et il est obligé de faire le tour. Il ne peut pas y avoir un moment, une petite étape où on va couper puis refaire plus près. Ça, c'est pas possible d'avoir une étape qui fonctionne comme ça. Donc ça ne s'explique qu'en regard de l'évolution, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un design qui est complètement mal foutu. Alors, je change d'espèce pour me consacrer à la nôtre, et je vais parler un petit peu de ce qu'on appelle la médecine évolutive. La médecine évolutive, en fait, ça consiste, alors c'est quelque chose de très récent, de très actuel, j'allais dire. Ça consiste à se demander non pas comment est-ce qu'on tombe malade, c'est-à-dire à cause de quel agent infectieux, de quelle cause, etc., mais pourquoi, en termes évolutifs, ces pathologies existent ou non. Et dans certains cas, ça aide vraiment à imaginer des pistes thérapeutiques. Donc le livre un peu de chevet
la médecine évolutive, c'est Why We Get Sick, de Ness et Williams, donc c'est au milieu des années 90, ce qui n'est pas si ancien. La traduction française, là, c'est 2013. Les premières formations en France, si je ne me trompe pas, elles ont démarré l'année dernière. Il y a un DU quelque part, c'est un diplôme qui n'est pas encore tout à fait officiel. Enfin, ça commence juste, c'est même plutôt réservé aux praticiens actuels qu'aux étudiants en formation. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 nouveau, de très récent dans la formation des médecins. Alors, qu'est-ce que ça aide à comprendre par exemple? Eh bien, il y a des pathologies qui n'apparaissent qu'après un certain âge, alors qu'elles n'apparaissent pas eh bien, avant ou pendant la période de reproduction. Et on peut imaginer que si pendant l'évolution cette pathologie était importante, bah, ceux qui étaient résistants ont survécu par rapport à ceux qui avaient telle pathologie. Par contre, quand ça apparaît après la période de reproduction, c'est-à-dire une fois que vous avez disséminé vos gènes aux générations d'après, la sélection naturelle, ça n'intéresse plus, vous pouvez avoir toutes les maladies que vous voulez. Donc il y a des compromis comme ça connus, par exemple, c'est intéressant d'avoir du calcium pour former les os solides, etc. Donc ça donne un avantage à un moment. Et puis quand on vieillit, c'est ça qui encrasse le système sanguin, qui cause des accidents vasculaires, etc. Mais ça, il n'y a aucune raison que ce soit sélectionné, c'est trop tard, vous avez passé vos gènes. Et ça, la médecine évolutive, elle vous l'explique. On comprend aussi maintenant que les symptômes de certaines maladies sont parfois des défenses de l'organisme contre des menaces, des ennemis qui ont aujourd'hui disparu. Par exemple, les décharges d'adrénaline se produisent finalement assez facilement, le seuil de déclenchement est assez bas. Il faut dire qu'il y a une époque où, quand le tigre à dents de sabre surgissait de derrière un buisson, c'était mieux d'avoir une décharge d'adrénaline tout de suite et puis de s'en aller en courant au lieu d'analyser la situation. Sauf que maintenant, on peut avoir, certaines personnes ont des crises de panique simplement à cause de ce système de défense. Et là, ça peut causer des problèmes. Les allergies, c'est un peu la même chose. Un petit grain de pollen, là, il va déclencher une réponse immunitaire terrible. Un petit peu comme prendre un bazooka pour écraser un moustique, parce qu'à l'époque, il y a quelques centaines de milliers ou de millions d'années, notre génome a évolué sur toutes ces périodes-là, il y avait besoin de résister à plein de choses. Par exemple, aux parasites. Chez l'homme, qui est une espèce qu'on connaît bizarrement un petit peu mieux que les autres, chez l'homme, on a recensé bien 150 espèces de parasites. Dans les pays développés, des parasites, on n'en a plus beaucoup, notamment des parasites intestinaux, là, des parasites du tube digestif, on n'en a plus tellement, parce qu'on fait cuire la nourriture, parce qu'on a des procédures d'hygiène, c'est très bien, je ne veux pas démontrer ici qu'il faut arrêter de se laver les mains et puis manger de la viande crue, mais on n'a plus ces parasites. Alors des ectoparasites externes, il y en a peut-être un peu plus. Ceux qui voient leurs enfants là, en cette période de la rentrée vont peut-être se retrouver confrontés à des ectoparasites dans les cheveux. Mais des parasites internes, il y en a encore de temps en temps. Il y a ce qu'on appelle des vers, des petits nématodes. Ça ne cause pas forcément des problèmes très graves. D'ailleurs, les ténias, tout ça, c'est pas forcément des problèmes très graves. Par contre, des fois, c'est très embêtant. Notre système immunitaire, lui, il est entraîné pour se battre contre toute cette armée de parasites qui sont plus là. Et parfois, il se bat contre lui-même, il se bat contre l'organisme. Par exemple, la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une affection auto-immune du tube digestif. C'est dû à ça, puisqu'on se rend compte récemment, certains essais thérapeutiques, c'est de donner aux gens qui ont la maladie de Crohn des œufs de parasites, qui vont focaliser l'attention du système immunitaire, qui va faire nettement baisser les symptômes. Bon, je vous rassure, c'est des parasites qui ne se développent pas. Voilà. Et ça, c'est l'évolution qui vous le dit. Cette connaissance-là. Là, pourquoi cette maladie existe, et pas seulement comment elle agit. La coévolution aussi des différentes espèces, notamment la nôtre avec les pathogènes, explique aussi pas mal de choses. Par exemple, pourquoi certains pathogènes sont très virulents et d'autres beaucoup moins. Alors vous avez des pathogènes, des parasites, des virus, des bactéries, tout ça c'est un peu des parasites, qui pour se répandre, c'est-à-dire pour répandre leurs gènes, ont besoin de passer sur un maximum d'hôtes, puisque c'est comme ça qu'ils vivent. Souvent, ces contacts cette transmission dépend des contacts des autres entre eux. Si les choses qui se passent par contact, ou quand vous toussez dans la figure de quelqu'un pour lui filer la grippe,
le parasite a besoin, entre guillemets, que vous vous promeniez. Donc si le parasite est trop virulent, si l'agent infectieux est trop virulent, que vous êtes cloué au lit, pour lui, finalement, c'est pas très intéressant parce qu'il ne peut pas disséminer ses gènes. Donc il n'a pas intérêt, il n'y a rien de finaliste là-dedans, c'est juste pour qu'on comprenne, il n'a pas intérêt à être trop virulent. C'est comme ça qu'on dit souvent que les pathogènes évoluent plutôt vers une espèce de paix entre l'hôte et le pathogène, pas trop virulent, parce que ça lui permet de survivre aussi à lui. Quand vous mourrez, votre parasite, il meurt avec, hein. C'est pas intéressant pour lui non plus. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit ici, hein. Si vous êtes très virulent, un parasite très virulent, vous êtes dans le lit cloué et puis vous ne transmettez pas, et puis là le monsieur en haut il se promène à tousser partout et a filé le virus de la grippe à tout le monde qui est moins virulent. Sauf que c'est pas si simple que ça aussi, parce que vous le voyez aussi un peu sur ce dessin, qu'est-ce que ça veut dire être plus virulent? Ça veut dire pomper plus d'énergie à l'hôte pour produire des œufs, des larves, etc. Donc des descendants. Et en général, l'évolution, c'est maximiser la reproduction, donc le nombre de gènes qui va passer après. Donc il faut trouver l'équilibre, parce qu'être pas virulent du tout, bah, finalement, c'est bien qu'on puisse se transmettre, mais si on transmet presque rien, c'est pas super. Et être trop virulent, bah, je vous ai expliqué que c'était pas forcément quelque chose d'optimal. Mais en fait, ça dépend d'à quel point votre parasite, votre pathogène dépend de votre propre mobilité. Parce que effectivement, ça marche quand c'est transmis par contact ou quand il faut que vous soyez au moins un petit peu actif. Sauf que chez certains pathogènes, c'est pas le cas. Donc j'ai illustré ça ici avec quelque chose aussi de très récent. Bon là c'est des bactéries, mais c'est pareil, il y en a qui sont assez peu virulents, c'est le premier petit moins. Ben, c'est tous ceux qui se transmettent là par contact, vous voyez les gens qui se serrent la main, qui peuvent même être quasiment plus pathogènes, c'est pour ça que c'est écrit mutualiste, commensal, etc. Par contre certains peuvent se permettre d'être beaucoup plus virulents, tout en ayant une transmission assurée, parce que cette transmission, c'est plus vous qui la faites. Ils ont des complices qui s'appellent des vecteurs. Des tiques, des puces, des moustiques, qui font que le parasite peut se permettre, entre guillemets, d'être extrêmement virulent, parce que vous pouvez être, tant que vous n'êtes pas mort, et encore, parce que il faut le temps qui se transmette, hein, mais après c'est comme ce dont je parlais tout à l'heure, une fois que c'est fait, vous ne l'intéressez plus forcément. Mais s'il y a quelqu'un ici, un vecteur, pour aller pomper les stades suivants, puis aller les donner à quelqu'un d'autre, là, peut se permettre d'être très virulent. Et là, les théories en écologie évolutive peuvent permettre de prédire qu'est-ce qui va être très virulent ou pas. Si vous comparez des amibes qui se transmettent par contact ou à travers l'eau, par exemple, qui est souillée, bah, celles qui se transmettent à travers l'eau sont plus virulentes. Et là, on comprend pourquoi. Donc vous imaginez tout ça, des maladies qui sont particulièrement virulentes dues à des pathogènes très différents. Le paludisme, il y a un moustique là-dedans, et ça c'est un eucaryote unicellulaire. La peste, évidemment, c'est une bactérie, c'est complètement autre chose, sauf que c'est le même pattern qu'on retrouve. La peste, elle n'a pas besoin de vous pour se transmettre, il y a les puces, les rats, et voilà, des vecteurs. Alors, la médecine évolutive aussi trouve des applications, et on en parle pas mal dans le cas du cancer, même si c'est des choses qui sont plus balbutiantes, parce que qu'est-ce qui se passe dans le cas du cancer? Le cancer, c'est une prolifération anarchique de cellules, et par chimiothérapie, on essaye de faire disparaître ces tumeurs, on y arrive très souvent, hein, d'ailleurs ça marche assez bien maintenant. Maintenant, il y a des cas où on arrive à tuer presque toute la tumeur, et puis un certain temps après, ça se réactive, et là le traitement ne marche plus. Ça, la biologie de l'évolution explique pourquoi. Parce que les tumeurs, c'est tout un tas de cellules qui sont toutes différentes. C'est un peu le souvenir des ancêtres unicellulaires qu'elles avaient. Hein. Les êtres pluricellulaires sont des assemblages de cellules dans l'évolution, cellules qui chacune luttaient pour sa vie. Hein. Et là, elles sont toutes différentes. Certaines sont sensibles au traitement, pas d'autres. Et dans certains cas, le fait d'avoir un traitement qui ne tue que les cellules sensibles, va laisser le champ libre à celles qui sont résistantes, exactement comme avec les bactéries et les antibiotiques. Et là, le traitement n'est pas forcément aussi efficace que des choses auxquelles on commence à penser maintenant, c'est-à-dire, dans certains cas, il vaut mieux contrôler les tumeurs, c'est-à-dire les maintenir à un état stable et faible, où là, la compétition entre les cellules, la compétition évolutive va jouer,
plutôt qu'y aller trop fort, parce que là, on risque de créer une situation qu'on ne pourra plus contrôler. C'est encore très embryonnaire, il faut individualiser les traitements à chaque personne, puisque chaque tumeur peut être différente, mais c'est vraiment des pistes que la biologie de l'évolution donne. J'ai parlé de prolifération cellulaire, et bien c'est très lié à la régénération. Donc la régénération, hein, c'est cette faculté qu'on va avoir de faire repousser une main, un bras. Alors évidemment, nous, on ne peut pas faire repousser une main, un bras, vous le savez sans doute déjà. Hein. On peut faire des trucs quand même. Alors c'est fréquent chez plein d'animaux, des vers de terre, des annélides en général. Vous coupez un, vous en avez deux. Vous avez sans doute vu à la télé les gens qui essaient d'éradiquer ces étoiles de mer qui bouffent les coraux. Là, il y avait une super idée, c'était on va tous les tuer en les coupant en deux. Et il y en a eu 2 fois plus. Chez même des organismes assez sophistiqués comme la salamandre, vous allez avoir des membres qui repoussent. Enfin, je peux en citer plein. Pourquoi on n'a pas ça? Nous, c'était quand même vachement bien. On dit que dans l'évolution, là, moi, si je pouvais avoir un bras qui repousse, j'aurais sûrement un avantage par rapport à celui qui l'a pas. Alors, on a un petit peu des capacités quand même. Hein, quand vous vous coupez, vous cicatrisez, c'est de la régénération. Alors, c'est très limité. Le foie est un organe qui régénère très bien. Il paraît que le mythe de Prométhée, ça vient de là. Il bouffe le foie et hop, ça se reconstitue. C'est très fort, déjà les Grecs. Et alors, paraît-il aussi, si vous coupez le bout du doigt, alors peut-être il faut laisser un bout d'ongle, ça revient complètement. C'est marqué chez des jeunes enfants. Alors n'essayez pas avec vos enfants, avec les miens, essayez avec les enfants des autres. Mais il paraît qu'on a ces capacités qui sont un vestige de la régénération chez nos ancêtres. Mais on peut se dire, mais pourquoi on a perdu ça? L'évolution a mal fait son boulot, c'est quand même drôlement bien. Ben, en fait, c'est très lié, c'est de la prolifération cellulaire, et on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation forte entre le fait de régénérer et le fait de développer des cancers. Donc il y a un moment où ça valait plus le coup de perdre la régénération et de ne pas développer plein de cancers, donc de limiter ses capacités, parce que c'est directement lié au cancer. Donc chez les animaux qui régénèrent, il y a plus de cancers. Alors effectivement, ça dépend quand ça apparaît dans la vie, parce qu'il y a des animaux qui vivent très longtemps, on vous dit se régénérer, ils sont immortels, enfin la plupart des bestioles se font bouffer bien avant d'arriver à un stade de vieillissement. On a la chance d'avoir des conditions qui nous permettent de maximiser notre espérance de vie. Mais dans la vraie vie, c'est un faux problème dans la nature, la longévité maximum, ça arrive jamais. Alors, on peut multiplier les exemples d'expliquer certaines choses par l'évolution. Pourquoi est-ce qu'il y a ce qu'on appelle maintenant une épidémie d'obésité? Eh bien, on adore le sucre et la graisse. Pourquoi on adore le sucre et la graisse? Parce qu'à une époque préhistorique reculée où la nourriture était rare, difficile et vitale, plus que maintenant, eh ben, ceux qui avaient une appétence pour des trucs très énergétiques, au hasard le sucre et la graisse, ont été clairement sélectionnés. Et ben, maintenant, on en paye un petit peu le prix. Et dernier exemple ici, le mal de dos. Alors je cherche même pas à... Tout le monde a mal au dos, tout le monde a des histoires à raconter, j'en suis absolument sûr, j'en ai moi-même. Je peux vous raconter mais l'aventure de mon mal de dos pendant 2 heures si vous voulez, et tout le monde. Sauf que les autres singes, puisque nous sommes des singes, eux ils ont pas mal au dos. Les gorilles, les chimpanzés ont pas mal au dos, les hernies ils ont pas. Et en fait, on montre que la transition vers la bipédie, quadrupède, bipède, s'est faite trop vite. C'est-à-dire que nos vertèbres, elles n'ont pas eu le temps de s'ajuster assez bien. Donc on a encore trop de points communs avec les chimpanzés. Et ça ne supporte pas bien le poids de la bipédie. Et la bipédie, ça cause des tas de problèmes. Puisque les grands singes, hein, ils marchent presque toujours en quadrupède. Hein. Vous allez voir des chimpanzés, ils sont tout le temps comme ça. En fait, ils sont un peu comme nous quand on a mal au dos, on a des trop petits bras pour... voilà. Donc, bon, alors la bipédie, ça a aussi des avantages. Hein. Ça nous permet d'avoir une grosse tête avec un gros cerveau, plein de neurones et de pouvoir faire des conférences. Enfin, c'est utile quand même. Alors, je vais continuer justement sur notre espèce à nous, mais en allant toujours un petit peu plus loin. Cette fois, j'ai presque l'impression d'aller un petit peu dans la philosophie. La violence fait-elle partie de la nature humaine? Est-elle dans la nature humaine? On a envie de dire oui, hein, nous on est méchants, les animaux ils sont gentils, l'harmonie de la nature et tout ça. Mais comment on peut se poser cette question en étant biologiste? Donc ça a été fait il y a très peu de temps. Donc la violence est dans la nature humaine, ça veut dire que Homo sapiens, nous, on est
plus violents que les autres espèces. Alors il faut encore définir ce que c'est que la violence, on va essayer de faire les scientifiques, hein, ce que je vais vous montrer ici. Et puis il faut montrer que chez nous, il y a une surcroît de violence par rapport à des espèces proches, et puis regardez tout ça un peu en regard de l'évolution. C'est exactement ce qu'ont fait une série d'auteurs dans un article qui a à peine 2 ans, je crois. Alors ils ont réussi à mesurer chez tout un tas d'espèces de mammifères le nombre de décès dus à un membre de la même espèce. Alors chez nous, ça s'appelle des homicides. Mais chez les éléphants, les kangourous, tout ça, moi je ne sais pas comment appeler ça. Les kangouruicides. Alors, ils ont réussi à avoir ces données. Chez plusieurs espèces, combien est-ce qu'il y avait de meurtres, j'ai appelé ça comme ça avec des guillemets, donc des décès dus à des individus de la même espèce, chez plein de mammifères. Chez l'humain aussi, ils ont réussi à faire ça, mais pas qu'à notre époque, parce que là on a des chiffres, c'est quand même vachement plus facile qu'avec les kangourous, mais même avec des populations préhistoriques, juste avec les marques laissées sur des os, on peut estimer le nombre de meurtres qu'il y avait ici, d'homicides dans ce cas-là. La moyenne, chez les mammifères, tous les 300 décès, il y en a un qui est dû à un membre de la même espèce. Chez les premiers humains, c'est-à-dire avant qu'on invente des moyens toujours plus sophistiqués de flinguer notre prochain, 2%. Presque 10 fois plus. Là, vous vous dites, on commence à répondre à la question, effectivement, les humains sont drôlement violents par rapport aux mammifères. Et là, je parle de la moyenne dont les humains font partie. Alors, ils ont attribué ça déjà à 2 facteurs, ça paraît pas farfelu. Les 2 courbes ici, la courbe du dessus est plus haute que la courbe du dessous, c'est-à-dire il y a plus de meurtres, en gros. Les espèces territoriales ont plus tendance à tuer leurs cons spécifiques que les espèces non territoriales. Territoriales, ça veut dire je ne veux pas que ceux de la même espèce rentrent dans mon territoire. Ça paraît pas absurde. Et en vertical ici, vous voyez que les espèces sociales se tuent plus entre eux que les espèces solitaires. Là encore, ça paraît pas totalement farfelu parce que pour tuer les gens, encore faut-il être avec eux. Donc, nous on est territoriaux et sociaux, donc ça multiplie les risques. Mais si on regarde ça au regard de l'évolution, c'est-à-dire que vous prenez une phylogénie de ces mammifères et en fait, exactement comme je l'ai montré tout à l'heure avec les molécules, les caractères et tout, on va regarder comment ce taux de meurtre intraspécifique va se propager le long de l'évolution. Donc par exemple, ici, voilà la valeur qu'on avait chez l'ancêtre dans ce groupe ici, des mammifères, jusqu'à, on a mis Homo sapiens ici. Plus c'est rouge, plus ça tue, plus on se tue entre nous. Et en fait, ce qu'on voit très bien, c'est que le problème, il ne se situe pas au niveau d'Homo sapiens, il se situe au niveau des primates, et en particulier des grands singes. Et ça se voit aussi ici, où à chaque nœud de l'arbre qui mène jusqu'aux hominidés, quand on arrive au nœud primate, là, ça tue beaucoup plus qu'avant, mais les humains ne sont pas pires, voire sont même un petit peu mieux que les autres primates. Donc c'est pas dans notre nature humaine, c'est dans notre nature de primate d'être violent. Les autres, les gorilles, les chimpanzés, ils valent pas mieux que nous. Donc si jamais à un moment vous êtes devant un tribunal et que vous avez tué votre voisin, vous pouvez dire c'est pas votre faute car vous êtes un primate et puis c'est comme ça, la nature a fait ça. Alors je vais quand même pas terminer sur une note, cette petite partie sur une note aussi négative. Alors je vais passer ça vite. Ils ont regardé comment les homicides à travers les sociétés humaines, donc depuis la préhistoire jusque maintenant, avaient évolué. Alors il y a de grandes variations, notamment il y a des époques où on avait des techniques toujours plus sophistiquées pour tuer un maximum de gens, donc ça a varié beaucoup, mais actuellement, il n'y a jamais eu aussi peu d'homicides, c'est 1 sur 10 000, et ça c'est en moyenne. Bien sûr, grâce aux sociétés, j'allais dire modernes, avec police, justice, etc. Et c'est en moyenne, il y a toujours des endroits où ça va un peu moins bien. Donc là, maintenant, on est de loin le plus bas possible dans tous les mammifères. Alors, autre exemple aussi d'utilisation de l'évolution en linguistique. Alors en linguistique, on sait très bien faire des arbres des langues. Alors si vous cherchez, nous sommes ici, le français est là, donc je n'ai évidemment absolument pas détaillé ça, mais on sait très bien faire des arbres évolutifs des langues, puisqu'en fait,
les mots sont un peu comme des gènes. Hein, les mots sont comme des gènes, avec les gènes vont être composés de bases, les gènes entre eux, ils vont faire des génomes en s'assemblant dans un certain ordre, et bien les mots c'est pareil. Donc vous allez avoir des mots comme le mot de par exemple, que vous retrouvez d'une façon très semblable dans toutes ces langues ici. Le mot oiseau est plutôt différent là, puis semblable là, enfin, en se basant sur tout ça et sur l'ordre utilisé dans les phrases, sujet, verbe, complément, verbe, sujet, complément, etc. Toutes ces données sont moulinées pour faire des arbres des langues qui sont bien établis maintenant. D'ailleurs, il y a beaucoup de biologistes de l'évolution, comme Mark Pagel ici, qui se sont en partie reconvertis en linguistique pour utiliser leur savoir ici. Alors, on peut bien établir un arbre des langues, et alors avec ça, on peut faire des choses qui sont amusantes. Puisque très récemment, des chercheurs se sont amusés en se basant donc sur cet arbre, hein, qui est le même que celui que je viens de montrer. Donc nous, le français, c'est dans le groupe Romance ici, à établir l'origine évolutive des contes de fées, fairy tales. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, des sociologues, anthropologues, etc. ont relevé dans plein de sociétés humaines actuelles plein de contes dont on trouve en fait les mêmes contes, les mêmes histoires dans plein de pays. Alors évidemment, c'est pas exactement les mêmes personnages, mais en gros, c'est la même histoire, ça commence pareil, ça se finit pareil, et ça varie que sur des détails. Donc ils ont classé ça dans toutes ces catégories ici, donc évidemment, il n'est pas question de lire ça, mais on voit que ici, par exemple, on a Peau d'âne, Cendrillon, on retrouve ça dans tout un tas de langues, et là encore, en remontant dans l'évolution, ils ont réussi à montrer quel conte était particulièrement ancien. Alors le vainqueur est The Smith and the Devil. Donc c'est une histoire, alors vous la connaissez forcément, sinon tout ce que je viens de dire ça ne marche pas. Alors ça veut dire le forgeron et le diable. Et donc en fait ici c'est l'histoire d'un forgeron qui fait un pacte avec le diable en échange de fortune et gloire, mais le prix à payer c'est l'âme de la première personne qui va rentrer dans ton magasin, tu me la donnes, et la première personne c'est un chat, un chien, enfin le diable se fait avoir à peu près à chaque fois. Tout le monde la connaît cette histoire, c'est l'histoire de Faust, hein. Mais elle existe en fait de l'Inde à la Scandinavie, et on établit son origine à au moins 6000 ans. Voilà, et on a fait ça comme ça pour tout un tas de petits contes. Et je termine mon exposé ici par l'utilisation des arbres phylogénétiques dans le domaine judiciaire. Alors dans plusieurs pays, dont la France, les États-Unis évidemment, parce qu'en général c'est eux qui font des trucs bizarres au début, on a condamné des gens en utilisant des analyses phylogénétiques pour prouver certaines choses. Alors j'illustre ça avec un exemple. En 1995, Anthony Whitfield sort de prison avec le sida. Peu après, 5 de ses 17 partenaires sexuels contractent le sida. Après enquête, il finit par avouer ne pas s'être protégé de façon intentionnelle, donc avoir intentionnellement inoculé le sida à ces 5 femmes, et il est condamné à 178 ans de prison et 1 mois. Donc c'est forcément vrai, un truc comme ça. Sauf qu'il a fallu le confondre. Comment est-ce qu'on l'a confondu? Alors il faut savoir que le virus du sida, le virus HIV, il évolue extrêmement vite. C'est un virus ARN, pas comme la grippe, hein. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de vaccin contre le virus du sida, parce qu'il change tout le temps. La grippe, c'est un peu pareil, il faut refaire le vaccin tous les ans, puis il ne marche pas très bien, il marche à 60%, parce que ça évolue très vite. Le sida, c'est bien pire que ça. Et chaque jour, il y a 1 milliard de nouvelles particules virales qui sont produites dans chaque personne infectée. Mais, lors d'une infection, même s'il y a des millions de virions qui passent, l'infection, elle est en général due à un seul virus. Donc il y a un moment où on pourrait tracer le passage d'une personne à l'autre. Et bien sûr, c'était l'idée, donc on a prélevé chez Whitfield et ses 5 victimes des prélèvements de virus, qu'on a analysés génétiquement. On a fait la même chose avec des gens qui ne sont pas liés à l'affaire, et avec tout ça, évidemment, on a fait une phylogénie. Donc si les 5 personnes ont acquis le sida totalement autrement, bah, elles devraient tomber à peu près au même endroit, au milieu des gens qui n'ont rien à voir avec cette affaire-là. Et qu'est-ce qu'on observe?
Donc c'est anonymisé. Vous avez les 5 prélèvements, WA, alors WA c'est pour le cas Anthony Whitfield, donc vous en compterez 6, les 5 plus lui, alors lui on ne sait pas qui c'est, on a anonymisé ça pour ne pas interpréter les résultats a priori en sachant ce qu'on voulait trouver. Et ce qu'on voit assez bien, c'est que le WA4, le clade WA4 ici, eh ben, il a l'air d'être à l'origine de la transmission dans ces deux-là, idem dans celui-là ici. Là, on le revoit, le WA4, c'est le seul qui apparaît plusieurs fois. Et puis, il a l'air d'être aussi à l'origine de la transmission dans les deux autres. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est effectivement Whitfield et il a été confondu comme ça. Voilà. Donc là, je pense, si ce n'était pas déjà fait, de vous avoir convaincu que l'évolution, c'est important. Et pas que pour savoir si on est des poissons ou des archées. Pourtant, alors ça c'est un sondage qui est pas si ancien, c'est 2005, c'est l'acceptation publique de l'évolution, j'ose pas dire la théorie de l'évolution biologique, dans différents pays. Donc c'est que des pays européens, ou qui aimeraient bien l'être, parce que tout en bas vous avez la Turquie. En bleu, c'est dire oui, je suis sûr qu'il y a évolution. En rouge, je ne crois pas. Et en jaune, je ne sais pas. Et alors tout en haut, on a les pays scandinaves. Tout en bas, on a la Turquie. Alors nous, on est pas mal. Hein, on est plutôt en haut. Enfin, on était plutôt en haut en 2005, je ne sais pas maintenant. Et le cas évidemment extrêmement spectaculaire, c'est les États-Unis, qui sont... on sait très bien établir la corrélation entre le développement, produit intérieur brut par habitant, et puis l'acceptation de la théorie de l'évolution, ce qui, normalement, donne une idée de la culture scientifique, de l'éducation, etc. Et ça fait une belle ligne droite, et puis pouf, il y a les États-Unis complètement en dehors du truc, avec le développement très haut, mais l'acceptation de l'évolution très bas. Je suis pas sûr que ça se soit arrangé depuis 2005. Aux États-Unis, pire, c'était pas facile. Il y a une personne sur deux qui pense que la Terre a 6000 ans, qu'on vit avec les dinosaures. Enfin, c'est que l'arche de Noé s'est échoué. Enfin, il y a un musée de l'arche de Noé, ça marche bien. Hein. Alors, en France, quand j'ai dit que ce soit amélioré, je pensais à la France. En France, on n'a pas enseigné clairement, formellement l'évolution. Pendant très longtemps, on préférait l'histoire naturelle, l'anatomie comparée, etc. Mais on n'expliquait pas les mécanismes, la sélection naturelle, et c'est encore le cas parfois dans certaines universités, parce que les gens enseignent ce qu'ils connaissent et ce qu'on leur a appris à eux, c'est un petit peu normal. Sans compter, hein, c'est quand même un peu historique, Darwin avait un grand défaut, il était anglais. Et alors Darwin, il n'a pas inventé l'évolution, hein, la théorie de l'évolution de Darwin. L'idée que les espèces descendaient les unes des autres préexistait largement à Darwin, même si elle n'était pas aussi acceptée qu'après. Lamarck, 50 ans avant, avait bien sûr aussi accepté cette transformation, on parlait de transformisme, mais la théorie de Lamarck a été totalement réfutée après, mais il avait déjà le mérite d'en proposer une. Darwin a eu l'immense mérite de proposer un truc qui marche, une théorie très satisfaisante, très puissante, qui est toujours la théorie actuelle, même si elle a été raffinée, enfin on ne va pas rentrer là-dedans. Bon, mais Lamarck, il était français, c'est quand même drôlement bien. Pasteur, qui était un de nos grands savants, était plutôt anti-darwinien. Donc, il y a encore pas si longtemps, encore maintenant, vous avez des gens qu'on les qualifie de lamarckiens, qui pensent que ça évolue tout seul. Il y a une espèce d'élan vital qui pousse les espèces vers le haut. Pierre-Paul Grasset, ça vous dit forcément quelque chose. Les gens qui ont fait de la biologie, ils ont tous eu les œuvres de Pierre-Paul Grasset. Si on ne parle pas du Moyen-Âge, c'est 85, son décès. Il était férocement anti-darwinien et faisait la pluie et le beau temps sur l'enseignement de la biologie en France. Bon, elle était de bonne foi sûrement, hein, je suis pas en train, les gens font avec leur connaissance. Le vrai enseignement de l'évolution à l'université, c'est les années 90. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'enseignement avant, on l'a appris et je dois avouer que j'y étais un petit peu avant. Enfin, quoique, non pas à la fin quand même. Voilà, là nous on est en train d'essayer de se battre pour que dans la licence de biologie, dans notre université qui est plutôt en pointe là-dessus, il y ait un module que évolution. Là l'évolution elle est saupoudrée un peu partout, mais est-ce que pour les étudiants c'est clair, quand on discute avec eux, c'est pas toujours évident. Et je vous l'ai dit, en médecine ça commence à peine l'évolution.
Et puis, il y a une résistance qui s'installe. Alors je pense qu'on médiatise aussi des cas qui sont peut-être pas si nombreux que ça, mais on en trouve plein des cas de profs qui ne savent plus comment s'y prendre. Alors mes collègues du Muséum, Guillaume Lecointre, etc., ils font des tas de livres pour aider les enseignants à s'en sortir quand un élève lui dit « moi j'y crois pas ». Et parce qu'en fait, le problème, et je termine sur ça, c'est ma dernière diapositive, c'est un problème plus large. Je trouve que l'évolution... quelque chose qui concerne spécialement les gens, ils n'aiment pas apprendre qu'ils sont des singes, mais c'est un problème scientifique et il s'agit d'enseigner la science pas simplement en faisant une liste des choses qu'on sait, un corpus de connaissances, mais la science c'est d'avoir une méthode. Et l'évolution est un exemple idéal pour expliquer cette méthode. C'est pas moi je crois à l'évolution, puis moi je crois que ça s'est fait tout seul, et puis on choisit, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des affirmations qui ont des raisons d'être plus acceptées que d'autres, et on peut expliquer pourquoi si on comprend comment on sait ce qu'on sait. Et donc ça veut dire avoir 2-3 notions d'épistémologie. Il faudrait enseigner ça pas seulement aux futurs scientifiques. Et j'ai fini. Bravo. Si vous avez des questions, je vais essayer de vous passer le micro. Là où je vais le faire. C'est vrai, oui. Merci. J'aurais une question sur la linguistique. Parce que je me suis intéressé il y a quelque temps à un ouvrage de M. Demoule qui s'intitulait « Où sont passés les Indo-Européens ». Et quand on prend son livre, qui est un énorme travail, on s'aperçoit qu'il fait une analyse critique de ses études consacrées à la linguistique, parce qu'il constate d'abord que la base de données est très réduite. Je dirais que vous avez à peu près présenté l'essentiel de la base de données de la linguistique. Et qu'ensuite, il n'y a pas accord au niveau des résultats entre les différents chercheurs, et qu'en ce qui concerne son ouvrage qui était consacré aux Indo-Européens, je dirais que les fondements sont parfois tendancieux de ces recherches en linguistique, et qu'il n'y a pas d'accord entre les données archéologiques et linguistiques, notamment au niveau de la séparation des groupes, qui devrait se passer au niveau de l'âge du bronze, du néolithique, mésolithique, et au niveau de la linguistique, il n'y a pas ces séparations. Merci. Oh, je saurais évidemment pas répondre à ça précisément parce que je ne suis pas linguiste. Après, c'est vrai que très souvent, les choses bien établies, c'est toujours du proto-indo-européen aux langues actuelles. Alors, j'ai cherché ce qu'il y avait de récent. Et c'est vrai qu'on s'intéresse aussi beaucoup à des langues africaines, par exemple, à des langues, alors vraiment, on n'en identifie aucune, donc je vous ai épargné ça dans les arbres qu'on va voir, mais c'est vrai que c'est un peu toujours le même, quand on regarde un truc à grand niveau, c'est-à-dire sans s'intéresser à des populations extrêmement localisées, on retombe effectivement toujours sur cet exemple-là. Après, moi, je ne serais pas capable. Là, ce qui m'intéressait, c'est surtout le fait qu'on utilise les mêmes méthodes et que ça peut permettre de faire des inférences. Après, effectivement, on peut avoir un jeu de données qui est limité. Il y en a, c'est pas... Bonjour, j'ai cru comprendre que vous étiez un spécialiste de l'évolution et donc je me posais une question un petit peu à côté. Est-ce que pour vous, la monogamie est le contraire de l'évolution par rapport à la polygamie? Je pense surtout, alors je ne pensais pas aux humains, un petit peu quand même, mais je pensais surtout aux colombes qui, il n'y a pas longtemps, on a trouvé, on pensait que les colombes étaient des animaux complètement monogames, surtout chez la femelle, et il se trouve qu'en examinant dans le cloaque des femelles le matériel génétique mâle que l'on avait retrouvé, donc, eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, c'était un ensemble, une population assez hétérogène de mâles, ce qui prouvait que la femelle n'était pas très regardante sur le oui, non, je ne sais pas, pareil, c'est des questions qui sont toujours un petit peu...
Alors, c'est vrai qu'on pense toujours aux oiseaux, et les histoires du quand le mâle est allé chercher à manger pour la progéniture, la femelle fait pas forcément que raconter des histoires à ses enfants. On a vu ça, bien sûr. Maintenant, il y a d'autres modèles sur lesquels la monogamie est étudiée. Alors, je pense à mes collègues de Perpignan qui travaillent sur les schistosomes, qui sont des parasites sanguins. Et là, on est sûr qu'ils sont monogames parce que le mâle a ce qu'on va appeler une gouttière dans laquelle il séquestre la femelle puis après ne peut plus partir. Et en fait, j'ai un collègue qui étudie justement ça. Et donc je pense que c'est un problème évolutif aussi intéressant parce que en fait c'est un des déterminants. On a effectivement des espèces monogames et polygames et on essaye de regarder ça en fonction, mon directeur vous avez en regardant par exemple le ratio qu'il y avait entre justement la monogamie et la taille des testicules, c'était chez les parasites, hein, je vous le dis tout de suite, et pas aller faire des mesures. Et on voit que le ratio change. Donc en fait, il y a une grande variabilité qui existe de monogamie, polygamie. Alors évidemment, on peut prédire l'un en fonction de l'autre. Alors je ne vous dirai pas ce qu'on prévoit pour les humains, hein, puisque la culture est aussi passée par là, et je ne veux pas dire de bêtises. Mais je pense que c'est pas si simple que ça. On ne peut pas dire tout polygame ou tout monogame. Et les deux cas existent. Avec l'évolution, c'est ça. Oui, non, mais je veux dire, dans l'évolution, les deux existent parce que la sélection peut favoriser clairement un des types par rapport à l'autre. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Donc c'est assez complexe. Je ne peux pas vous dire si la polygamie ou la monogamie favorise un type ou un autre. On a ici un petit commentaire sur le sujet. Ah, bien. Oui, il est sorti il y a quelque temps, c'est-à-dire d'environ un an et demi, un article, je me demande si c'est pas pour la science, justement sur l'évolution de l'homme, et il y avait un article issu d'une revue américaine qui soulignait que la monogamie était sans doute un des facteurs de réussite de l'espèce humaine dans la mesure où elle réduisait l'espace à parcourir et ça diminuait la quantité d'énergie pour protéger et maintenir tout ça. Écoutez, c'est sans doute une explication qu'on pourra fournir dans certaines situations. Est-ce que vous ne pensez pas que l'homme va influencer justement cette évolution? Alors ça, c'est une grande question où on se demande est-ce que l'homme évolue toujours, quoi. C'est un petit peu ce qu'on veut dire. Maintenant, il faut bien penser que c'est pas simplement modifier le génome, parce que là, on est en train de parler, on est capable justement de modifier, nous, notre propre génome, etc. Alors quand on se demande si l'homme évolue encore, donc ça suppose qu'il y ait une survie différentielle de certains génotypes. C'est vrai que dans les sociétés développées comme les nôtres, tout le monde survit, et de plus en plus, c'est-à-dire des gens des phénotypes qui n'auraient jamais survécu il y a encore pas longtemps, je veux dire il y a 100 ans, survivent tous maintenant, et c'est très bien comme ça. Ça suppose qu'il y ait vraiment... Alors, il n'y a pas que la survie qui explique aussi les choses, il y a la sélection sexuelle. Hein. Il y a un moment, on peut super bien survivre, être un beau blond formidable, etc. Si pendant qu'on est en train de travailler, de survivre, de chercher à manger, la femme préfère les petits rouquins, la génération d'après, il y aura des petits rouquins, même s'ils sont beaucoup moins adaptés. Enfin, voilà. Donc c'est la sélection sexuelle qui décide un certain nombre de choses. À l'heure actuelle, on arrive à voir des traces d'évolution encore dans l'espèce humaine, mais c'est vraiment à des niveaux minimes. On a plein de génomes. Il y a une étude assez récente, 3000 génomes dans une base de données en Angleterre, où on a regardé justement les variations, et on voit qu'il y a des petits changements des populations à l'autre, etc. Mais vraiment des changements très importants, c'est pas évident. Après, bien sûr, s'il y avait une sélection de génotypes à la naissance, si on peut choisir, ça va modifier le génome des générations d'après. Après, quand les gens demandent est-ce que l'humain évolue toujours, c'est est-ce qu'on va avoir une grosse tête, enfin voilà, c'est des modifications spectaculaires. Pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie sélection. Ce qu'on ne fait pas vraiment encore, ça reste assez minime. Par exemple, pour le mérou, vous dites le mérou avec la réserve, on en voit de plus en plus, alors que justement, il devait mourir, enfin je veux dire, il n'atteint plus. Ah oui, non, bien sûr, mais toutes les espèces vont avoir une
une influence sur l'évolution en général. C'est elles qui font la sélection. Je veux dire, on fait partie de la... Alors la question c'est est-ce que nous on fait partie de la nature ou pas, c'est la question qui se pose. On pourrait, vu de l'extérieur, un biologiste extraterrestre, il nous mettrait une espèce comme les autres, mais qui a particulièrement bien réussi et on serait dans la sélection naturelle. Oui, je vois. Je demandais aux spécialistes de l'évolution s'il y a une idée sur les raisons qui ont déterminé la disparition de notre Néandertal à l'arrivée des sapiens que nous sommes. Alors, bon, moi je ne suis pas vraiment spécialisé en évolution humaine, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il y a une introgression aussi entre les deux génomes, c'est-à-dire qu'il y a du génome de Néandertal dans le génome humain, c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges génétiques au moins à une époque reculée, mais les raisons, je ne suis pas du tout sûr qu'on les connaisse. Est-ce que ces échanges auraient pu permettre de faire continuer la lignée Néandertal ou pas? Je pense qu'on n'en sait rien en fait. En fait, on a un génome, c'est ça qui est assez extraordinaire, puisqu'on peut séquencer de l'ADN ancien, bon, pas trop ancien quand même, et puis partiellement, il ne faut pas rêver non plus. Mais je ne pense pas qu'on soit capable de dire c'est dû à telle raison. Et quand on fait ça, on doit souvent faire de l'adaptationnisme. Essayer d'expliquer ça avec des tas de raisons qu'on ne connaît pas nécessairement. Oui, bonsoir. Si je vous dis le hasard et la nécessité, Ouais. par rapport à ce que Monod a pu écrire, est-ce que c'est toujours l'actualité? Ah oui, mais la théorie darwinienne, c'est-à-dire que vous avez des mutations qui sont essentiellement dues au hasard. Hein. En fait, les mutations qui apparaissent d'une génération à l'autre sont dues aux erreurs de réparation de l'ADN pendant les divisions. Donc il y a de la variation qui arrive, et d'ailleurs pour qu'il y ait évolution, il faut nécessairement qu'il y ait variation. Donc là, c'est le hasard. Après, il n'y a plus tellement de hasard. Après, il y a un agent très puissant qui s'appelle la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se garder de dire c'est apparu par hasard, c'est pas apparu par hasard. Même la question qui se pose, c'est si on refait l'histoire, est-ce qu'on va retrouver la même chose? Alors il faut plutôt parler de contingence, c'est-à-dire des conditions particulières à tel endroit, à tel moment, qu'on ne va pas pouvoir reconstituer exactement de la même façon, mais c'est toujours la même chose. Fondamentalement, ça n'a pas été modifié. Il y a des tas d'ajouts à la théorie de l'évolution telle que Darwin l'a proposée, mais les grands fondamentaux restent tout à fait valables. C'est pour ça que cette théorie a tant de succès, parce qu'elle est simple et très puissante, et ça fonctionne très bien.